Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Pour ne rien manquer du récap, abonnez-vous à notre newsletter. Chaque jour, recevez gratuitement notre condensé d'actualité et toutes les nouvelles du média directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur lemediatv.fr/newsletter. Le récap épisode 44, c'est parti. Si vous n'avez pas entendu parler des frères musulmans aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas allumé la télé ou ouvert un journal. En cause, un rapport du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation sur leurs activités en France. Réalisé par 2 fonctionnaires, le document est classé secret défense. Mais certains de ces éléments ont fuité hier dans Le Figaro. Ce mercredi, Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense pour en examiner le contenu. D'après l'Élysée, ce rapport documente la menace et pointe une logique de dissimulation des frères musulmans. L'objectif final serait, je cite, d'investir les infrastructures républicaines pour les faire muter de l'intérieur. Le phénomène se serait accéléré et menacerait la sécurité nationale. La France a peur. Et ça tombe bien, la peur est devenue un puissant moteur politique ces dernières années. Ce rapport est une aubaine pour certains. Des membres du camp présidentiel et leurs alliés de circonstance, notamment à l'extrême droite, n'ont pas perdu une seconde pour l'instrumentaliser afin de servir leur agenda politique. En guise de premier de cordée, on retrouve évidemment Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur et nouveau patron des Républicains, qui a construit toute son identité politique autour de la question du combat contre l'islam. Il pointe une menace très claire vis-à-vis de la République, une menace sur la cohésion nationale, voire un risque de submersion, reprenant à son compte, une fois de plus, les thèses de l'extrême droite. Il évoque un islamisme à bas bruit qui se répand en tentant d'infiltrer les associations sportives, culturelles, sociales ou autres, et va même jusqu'à affirmer que l'objectif ultime est de faire basculer toute la société française dans la charia. N'en jetez plus, tous les mots-clés ont été dégainés. L'extrême droite se frotte les mains. Le journal du dimanche et Le Point saluent respectivement un rapport choc enfin dévoilé et potentiellement annonciateur de la fin de l'angélisme pour l'autre. Chez les politiques, même ligne éditoriale. Pour eux, ce rapport est du pain béni. Ils peuvent s'en donner à cœur joie pour nous abreuver de leurs éléments de langage et de leur islamophobie décomplexée. Le député RN Julien Audoul n'a pas manqué l'occasion sur Public Sénat ce matin. Moi, je trouve ça hallucinant et même très inquiétant qu'en 2025, après tant d'années d'alerte, alors que nous savons la réalité de l'entrisme islamiste, alors que Marine Le Pen notamment alerte les différents gouvernements sur cette menace, sur cette infiltration dans tous les pans de la société, qu'en 2025, en fait, certains découvrent l'eau chaude. Audoul estime que toute la classe politique dirigeante est responsable de l'avancée de l'islamisme qui bénéficierait, selon lui, de la complaisance du gouvernement et donc il réclame une politique pour l'éradiquer. Un gouvernement qui n'a de cesse de courir après les obsessions identitaires du RN, de reprendre ses théories fumeuses et de stigmatiser les musulmans. On marche sur la tête. Dernière preuve en date, les propositions de Gabriel Attal sur la lutte contre l'islamisme. Il appelle notamment à une 2e loi sur le séparatisme. Le député à la tête du parti Renaissance a notamment proposé d'interdire le port du voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Il souhaite également instaurer un délit de contrainte du port du voile contre les parents. La proposition a fait bondir dans plusieurs camps politiques. Pour la sénatrice centriste Nathalie Goulet, c'est complètement idiot. On l'écoute. Enfin, c'est complètement idiot. Pourquoi ? Mais il va interdire les babouches aussi. Enfin, on en est où ? L'interdiction du voile, pour les jeunes filles de 15 ans, vous allez leur demander leur carte d'identité dans la rue. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut contrôler les financements, éviter qu'ils soient conditionnés, éviter l'entrisme dans les associations, et puis un grignotage de la société par des extrémistes qui veulent la noyauter. Voilà, il faut prendre des mesures concrètes et efficaces et pas utiliser ce sujet à des fins personnelles et politicardes. À gauche aussi, on s'étrangle. François Ruffin a pointé le régime d'exception qui s'applique aux musulmans en France et qui ferait, selon lui, précisément le jeu des islamistes.
Est-ce que, d'abord, M. Gabriel Attal, il va dire la même chose sur la kippa? Parce qu'il dit là, le voile, finalement, il est imposé aux jeunes c'est pas choisi. Mais moi, j'ai été baptisé à 6 mois. Est-ce qu'on va interdire le baptême? Vous voyez, parce que c'est imposé. Donc ça pose des questions. Mais je pense que l'opportunisme... Et vous voyez bien la question du voile je pense dans le débat public. L'opportunisme de Gabriel Attal sur ces questions-là fait pour moi le jeu des islamistes. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport. Le rapport est de dire, attention, il y a un sentiment d'islamophobie, même d'une islamophobie d'État, et que la religion musulmane, les croyants, les pratiquants ne sont pas traités à égalité, mais sont traités à part, avec des lois à part. Et là, ce que fait précisément Gabriel Attal, c'est ça. Je le dis, pour moi, dans ces pratiques, c'est une alliance objective avec les islamistes qui veulent séparer les musulmans de la République. En fait, la proposition choc de Gabriel Attal est un produit d'appel politique et un coup de communication comme il en a le secret. C'est un os à ronger pour les médias. Le reste de son arsenal anti-islamisme arrivera plus tard, lors d'une convention organisée par Renaissance lundi 26 mai sur les thématiques régaliennes. Mais attention, pas d'amalgame, clame-t-on depuis l'Élysée. Nous luttons contre l'islamisme et ses dérives radicales. Comprendre, pas contre les musulmans. On vante le volontarisme d'Emmanuel Macron engagé contre l'islamisme depuis son arrivée au pouvoir. D'abord sous l'angle du séparatisme, qui consiste à vouloir s'écarter de la communauté nationale pour vivre selon ses propres règles, et plus récemment, le combat s'étend désormais à l'entrisme, une stratégie d'infiltration silencieuse qui viserait les infrastructures tels que les associations, les municipalités ou encore les clubs sportifs pour les changer de l'intérieur. Mais alors, que contient ce fameux rapport? Le document de 74 pages souligne qu'aucun document récent ne démontre la volonté d'établir un État islamique en France ou d'y faire appliquer la charia, contrairement à ce qu'a laissé entendre Bruno Retailleau. Pour autant, les auteurs du rapport estiment qu'il existe un risque frériste dans le pays. Ils pointent surtout le danger d'un islamisme municipal et qui bénéficie de l'appui de financements étrangers, en provenance notamment du Qatar. D'après les éléments révélés par Le Figaro, le rapport estime que la mouvance des frères musulmans touche 7% des 2800 lieux de culte musulmans répertoriés en France, soit moins de 200. Pointant une percée de l'islam radical dans une vingtaine de départements, le rapport désigne l'éducation comme une cible prioritaire pour la branche française des frères musulmans. Il alerte, toujours selon Le Figaro, sur une rigorisation de la pratique religieuse qui gagnerait du terrain. Alors, le mouvement des frères musulmans est né en 1928 en Égypte et il porte le projet d'un islam politique sunnite ultra-conservateur. Pour faire simple, c'est un peu l'international des partis islamistes. Il a été d'ailleurs interdit dans plusieurs pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte et plus récemment la Jordanie. En Occident, il n'existe quasiment nulle part en tant que tel. Ils n'ont pas de structure organisée ou de partis politiques religieux, par exemple. Pour Catherine Tricot, directrice de la rédaction de Regard, on est en train d'exagérer l'influence des frères musulmans en France. On l'écoute. Le problème qui me semble être posé, c'est la façon de faire face à cette situation. C'est que je crois qu'on est en train d'abord d'exagérer grossièrement leur influence en France. Je ne dis pas qu'ils ne visent pas à influencer. Je pense que ce n'est pas vrai qu'ils ont une telle influence. Je crois pour notre connaissance que nous avons les uns et les autres de notre pays. C'est-à-dire que quand Bruno Retailleau, par exemple, parle de leur influence dans le sport, évidemment, pour Bruno Retailleau, une femme qui fait du football et qui a un foulard, c'est déjà un signe de radicalisation, d'accord avec les frères islamistes. Alors que je crois que ce n'est pas le cas. Ce que je pense, c'est qu'il y a une grande partie des musulmans qui, aujourd'hui, prétendent vivre leur foi, ne veulent plus le cacher, mais n'ont pas de prétention à être des prosélytes et à vouloir avoir une interprétation radicalisée de la pratique religieuse. Donc je pense que l'interprétation de Bruno Retailleau met de l'huile sur le feu devant un problème qui n'est pas nouveau et qu'il faut savoir traiter de bonne manière. Pour Hakim El-Karoui, ancien conseiller à Matignon, les chiffres évoqués dans le rapport sont relativement dérisoires. Pour lui, la bataille culturelle est à mener sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé sur RTL. Moi, je regarde les chiffres du rapport. Peut-être qu'on n'a pas tous les chiffres. 400 acteurs, ce qu'ils disent, 400 personnes très actives. C'est quand même pas beaucoup. 4200 élèves. Je pense qu'il y a 1,5 million, 1,7 million
de musulmans de moins de 18 ans en France. 4200 élèves scolarisés dans des collèges, lycées, écoles liés aux frères musulmans. 139 mosquées, lieux de culte sur 2800. Tout ça, c'est pas beaucoup. Mais c'est aussi que les frères musulmans, c'est une organisation, mais maintenant ils ont passé la main. Les fondateurs, ils sont toujours là, ils sont toujours présidents d'ailleurs de l'association, l'ex-UOIF, etc. Ils ont 70 ans, 75 ans, et très sincèrement, ce qu'ils font, c'est d'abord du business. De notre côté, on s'est entretenu avec la députée écologiste Léa Balaj-Elmaric. Pour elle, la sortie de ce rapport révèle de l'amateurisme du gouvernement. Elle pointe aussi l'abandon des services publics par l'État qui laisse la place aux dérives et aux escrocs. On l'écoute. Et il avait une vocation à ne pas sortir, pour ne pas politiser, faire de la communication politique autour de cette question. Et moi, j'ai été plutôt étonnée que la première communication, ce soit dans un journal, pas auprès des élus locaux, alors qu'il s'agissait des cibles de ce rapport pour pouvoir mieux les informer. Pas auprès des personnes qui pourraient y contribuer, à savoir les parlementaires, mais bien la presse. Et ensuite, on nous explique qu'il y a un conseil de défense qui devrait prendre des mesures qui ne seront pas annoncées parce qu'elles sont secret défense, et un rapport qui a été totalement déclassifié. Donc c'est au mieux de l'amateurisme, au pire, c'est véritablement de l'instrumentalisation d'une question extrêmement sérieuse à des fins politiciennes. On voit bien que là, ce qui ressort des discussions politiques, c'est des propositions, encore une fois stigmatisantes, alors qu'on a des propositions, mais qui sont aussi dans ce rapport, je vais vous en citer une, sur l'apprentissage de l'arabe dans les écoles de la République. Il y en a d'autres, doter les associations qui luttent sur le terrain contre l'intégrisme, de les doter des moyens. Leurs subventions, il y a un dernier rapport là sur, en quelques mois, ces associations, l'ensemble des associations en France, elles ont perdu 33% de leur financement. C'est nous, par notre incapacité à pouvoir faire vivre les services publics, les associations de terrain, de redonner sa place à l'école publique, à la santé, à la question de l'emploi aussi, c'est nous qui abîmons notre cohésion nationale et qui la rendons fragile à toutes les personnes qui ont envie de la détruire. Le Conseil français du culte musulman a lui aussi réagi à la publication de ce rapport. Selon lui, le flou entourant l'identité de ces acteurs, combiné à la gravité des accusations portées, est de nature à jeter une suspicion injuste sur l'ensemble des structures musulmanes de notre pays. Il craint que cette opacité vienne nourrir, je cite, des fantasmes et des théories complotistes dont les conséquences sont malheureusement bien réelles. Stigmatisation, agression, mise en danger de l'intégrité physique des Français de confession musulmane et attaques contre des lieux de culte, comme nous le constatons de plus en plus fréquemment, conclut-il. Dans son communiqué, le Conseil rappelle que la lutte contre l'extrémisme se réclamant de l'islam, qui nuit profondément à la vie des musulmans de France comme à celle de l'ensemble de nos compatriotes, est au cœur de nos priorités. Il déplore également l'absence de définition claire des concepts utilisés dans ce rapport, notamment frères musulmans, islam politique ou encore entrisme islamiste, qui entretient une confusion préjudiciable. Le Conseil français du culte musulman termine son propos en soulignant que les Français attendent des autorités davantage de discernement face à ces sujets trop souvent dévoyés à des fins idéologiques, médiatiques ou politiques. Et il ne croit pas si bien dire. On a déjà pu assister à des récupérations crasses des conclusions de ce rapport sur les plateaux télé. Mohamed Sifawi, qui trempe dans l'affaire du fonds Marianne, sur fond de lutte contre la radicalisation islamiste, n'a pas raté l'occasion de s'illustrer. Il y a, ce rapport le décrit de façon, je dirais, clinique, des alliances entre des mairies et des islamistes fréristes qui, eux, ont un lien documenté avec la dite mairie ou le conseil municipal. Et ce n'est pas un seul cas, c'est plusieurs cas. Sans citer, on peut citer le Grenoble, par exemple, et une des régions où il y a un vrai écosystème, où il y a des alliances qui sont clairement documentées entre des islamistes avérés qui appellent à voter pour des partis en particulier, qui peuvent être ou la France Insoumise ou les Verts, plus précisément, où là, il y a une vraie connivence. Vous pouvez retenir une règle immuable. Quand quelque chose cloche dans notre société, c'est toujours de la faute des Arabes et ou de la gauche. On notera une fois de plus que les Verts rejoignent de plus en plus souvent la France Insoumise dans le camp des diaboliques infréquentables. Caroline Fourest a emboîté le pas de Sifawi. Les frères musulmans seraient présidents d'université, chercheurs ou même députés, selon elle. Ce n'est plus un débat, c'est une traque idéologique. Et chaque jour, la liste des suspects s'allonge. On recrute des militants férocement bien formés pour gagner des places
politique en vue d'un gouvernement théocratique. Et les frères musulmans dont je vous parle, ils sont pas tous dans la précarité, ils sont professeurs de fac, ils sont au CNRS, ils sont vice-présidents d'université et ils sont députés parfois. Donc, croyez-moi, ils sont pas tous à plaindre. Mais attention, les frères musulmans ne sont pas seulement dans les universités ou dans l'hémicycle. Ils sont partout, notamment dans les boucheries halal. Cette fois, c'est carrément un haut fonctionnaire qui nous le dit, sans trembler des genoux. Personne d'autre que le préfet des Hauts-de-Seine. Accrochez-vous bien, on l'écoute. Dans ce texte que vous évoquiez, que vous avez publié, vous parlez aussi du commerce. Et là, on se demande si vous mélangez pas tout quand vous déplorez qu'il y ait trop de boucheries halal aujourd'hui. Ça, c'est pour répondre à une demande de consommateurs. Les musulmans qui mangent halal sont pas forcément inféodés aux frères musulmans. La stratégie d'entrisme des frères musulmans, elle vise à porter une idéologie qui vise à conquérir l'ensemble des champs de la vie. Évidemment, le lieu de culte, l'éducation, mais également le commerce. Quand je pointe cet élément-là, je ne dis pas que tous ceux qui vont dans une boucherie halal sont des frères musulmans. Je ne dis pas non plus que tous ceux qui tiennent des boucheries halal sont des frères musulmans. Je dis simplement que cela répond à une stratégie qui vise à fractionner la société, et c'est l'originalité du discours du président de la République. C'est la volonté, c'est une stratégie qui vise à fractionner la société et à dire à des millions de nos compatriotes musulmans, notamment à travers cet argument marketing de l'islamophobie. Il ne s'agit pas évidemment de nier que des millions de musulmans peuvent ressentir et constater qu'il y a des actes anti-musulmans. Mais il y a une logique de discours qui est portée pour partitionner la société. Or, la République, c'est justement l'unité de la société. On appelle ça une stratégie du choc. Un document confidentiel, quelques phrases sorties de leur contexte, un emballement médiatique, une surenchère politique. Et derrière, un projet clair. Verrouiller le débat, fabriquer la peur et désigner l'ennemi de l'intérieur. Encore une fois. Ce n'est pas nouveau, c'est même devenu une méthode. On alimente la confusion en brandissant des menaces mal définies. On brouille les frontières entre croyants, militants, terroristes, citoyens. On transforme des faits partiels en certitudes générales. Et pendant que l'opinion s'échauffe, que les débats se radicalisent et que les plateaux TV s'embrasent, on avance à pas feutrés sur des terrains autrement plus dangereux. La restriction des libertés, le soupçon généralisé, la normalisation de l'exception. Quand on instrumentalise la République pour stigmatiser une partie de ses enfants, on ne fait pas reculer l'islamisme. On l'alimente. On poursuit avec le reste de l'actualité, racontée et mise en image par Sarah Duyeux. On commence avec le rapport préoccupant publié par la contrôleure des lieux de privation de liberté. Cellules vétustes, surpopulation, manque de personnel. Dans son rapport d'activité annuel publié ce mercredi, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, dénonce l'état catastrophique des prisons en France. Principal constat, la surpopulation carcérale ne cesse d'augmenter. Au 1er avril, les prisons françaises comptaient 82 921 détenus pour 62 358 places. C'est la 4e année consécutive que ce chiffre est en croissance. Conséquence, les surveillants ne sont pas assez nombreux, des détenus dorment sur des matelas au sol et l'entretien des établissements est impossible. On trouve donc fréquemment des cellules vétustes, de la peinture qui s'écaille, des sanitaires dégradés, des fenêtres qui ne ferment pas et un chauffage défaillant, du mobilier insuffisant, etc. Les rats pullulent et les cellules sont souvent infestées de punaises ou de cafards. Pour Dominique Simoneau, ce rapport marque l'échec des mesures adoptées en 2021 et 2023, quand Éric Dupond-Moretti était ministre de la Justice. La contrôleure dénonce aussi la politique pénale du gouvernement actuel, la mise en place des prisons de haute sécurité, mais aussi la volonté de Gérald Darmanin de mettre fin aux activités ludiques, pourtant utiles à la réinsertion. Et on termine avec l'Union européenne qui promet d'être plus vigilante avec l'État d'Israël concernant le respect des droits humains et des principes démocratiques. L'Union européenne va réexaminer son accord d'association avec Israël. C'est ce qu'a annoncé hier soir la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, après de nouvelles frappes sur Gaza. Cette décision a été approuvée par 17 des 27 pays membres de l'Union européenne, dont la France. La situation à Gaza est catastrophique. Nous devons faire pression pour que cela change. Nos discussions d'aujourd'hui ont montré une forte majorité en faveur du réexamen de l'article 2 de notre accord d'association avec Israël. Nous allons donc nous lancer dans cet exercice et il appartient à Israël de débloquer l'aide humanitaire. Cet accord d'association est censé faciliter le dialogue et les échanges commerciaux entre Israël et l'UE. D'après son article 2, les relations entre les deux parties sont fondées sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Il s'agit donc de vérifier si Israël respecte ses engagements et d'accentuer la pression pour laisser entrer plus d'aide humanitaire à Gaza. Dimanche, après plus de 2 mois de blocus, Israël a annoncé autoriser une reprise limitée de l'aide humanitaire,
Mais d'après Médecins sans frontières, cette aide est ridiculement insuffisante et n'est qu'un écran de fumée. Plus de 50 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.